Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bienvenue dans ce forum de la presse où on parlera de la découverte de fosses communes dans la région de Mopti, le démarrage de la distribution des cartes d'électeurs et l'examen du baccalauréat malien avec nos confrères Amadou Diallo, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Fakara Fainke est journaliste au journal Le Républicain. Bonsoir. Bonsoir. Et Yoroso de l'Inter de Bamako. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Merci. Le grand dialogue. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a confirmé ce mardi dans un communiqué l'existence de fosses communes avec une implication de militaires maliens dans les violations graves ayant occasionné mort d'hommes dans la région de Mopti. Alors avec notre correspondant Mamoutou Bokoum, on va écouter son témoignage. Il y a eu des charniers qui ont été découverts dans le village de Namtaka et de Kobaka, dont plus de 25 personnes ont été tuées. C'est la confirmation et beaucoup de connaissances même m'ont appelé pour me témoigner qu'ils ont des parents parmi les personnes tuées. C'est combien de fosses? 3 fosses réparties comme suit. Il y a une fosse, c'est 5 personnes, l'autre c'est 7 et en plus la troisième fosse, c'est 13 personnes. Selon vous, quels sont les auteurs de ce drame? Ce sont les forces de sécurité qui ont procédé à des arrestations depuis le 13, le jour de la fête de Ramadan, et donc ils sont partis vers un hameau là, qui s'appelle Soubikado, à côté du village de Togre-Diabé. Donc c'est là-bas, il y a entendu des coups de feu. Une heure après, ils sont partis découvrir dans 3 fosses de différents corps. Vraiment, il faut que ces exactions cessent. Quand on arrête des personnes, il est préférable de les amener à la gendarmerie pour des investigations, pour mener plus d'enquêtes et savoir s'ils sont djihadistes ou pas, s'ils sont des terroristes ou pas. Amadou Diallo, quel est votre avis sur cette découverte à ce niveau de l'enquête? Bon, je vous remercie de me donner l'occasion de parler sur ce sujet très sensible. Mais moi, je me pose la question, je suis certes ému comme tout le monde, mais je suis, au-delà de l'émotion, je me pose des questions pour comprendre. Alors, un conflit qui débute en 2012, avec au centre des Tamashek, de l'ethnie Ifogas. Alors, comment les peuples peuvent se retrouver au milieu de ce conflit aujourd'hui et qui sont aujourd'hui les victimes de ce conflit? Alors, moi, c'est des questionnements comme ça qui m'arrivent dans la tête. Et la réponse, j'ai du mal à répondre. Parce que je me dis, un conflit qui n'est pas le sien, comment on peut se faire massacrer dans ce conflit? Et alors, il faut que les gens se posent la question. Il faut que les Maliens, les communautés Peuls, les communautés impliquées se posent la question comment les Peuls se sont retrouvés au milieu de ce conflit et qui payent aujourd'hui le lourd tribut. Et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, l'information qui nous parvenait à un moment, les poseurs de mines contre l'armée, contre les populations civiles. La plupart des cas, les communautés Peuls ont été indexées. Moi, je suis Peul, mais n'empêche que je sois objectif dans mon analyse. La communauté Peul a été fortement indexée dans dans cette situation. Alors, maintenant, on se pose la question, pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation alors qu'ils ne sont pas d'abord les premiers à tirer sur l'armée malienne? Donc, il faudrait que les gens réfléchissent. Et puis, la deuxième partie de la question, est-ce que le ministre de la Défense, qui se retrouve aujourd'hui pour la deuxième fois sur la défensive dans ce genre de questions, alors je me dis, quelqu'un ne chercherait-il pas des poux sur sa tête? Parce que c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans cette situation de défensive. Et la première fois, il a tenté de nier. La deuxième fois... Comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Et qu'est-ce que les uns et les autres sont en train de faire? Parce qu'on est en train de parler d'une situation de crise
Mais on ne parle pas de situation de sortie de crise, de solution de crise. Parce que tout le temps, si ce n'est pas les militaires maliens qui sont tués, on parle des peuples qui sont tués. Et avant, c'était d'abord la communauté sédentaire Bambara, Dogono qui était tuée. Et tout ça à cause de l'herbe. Aujourd'hui, c'est la communauté Peul. Demain, ce serait le tour de qui? Okay. Voilà. Alors, Fakara Fainke, votre avis? Merci beaucoup, M. Sidibé. Et je félicite beaucoup le studio Tamani. Et moi, je commencerai d'abord à condamner quand même l'acte si réellement l'armée malienne a commis de tels actes. Tout le monde est là pour condamner. Le ministre de la Défense a reconnu en partie quand même. Le ministre de la Défense a reconnu, mais on a dit que les enquêtes vont se poursuivre. Monsieur Sidibé, il faut savoir que c'est une situation très complexe. Il faut se rendre sur le terrain. J'ai été dans cette zone à un moment donné pour voir la situation. La situation dans cette zone est très complexe. Quand on sait que c'est Amadoun Koufa qui contrôle cette zone, et Amadoun Koufa est arrivé à enrôler beaucoup de jeunes. Et les enjeux sont tels que aujourd'hui, l'armée même est acculée par, c'est-à-dire ces terroristes. Qui est terroriste? Qui n'est pas terroriste? L'armée est souvent mise à rude épreuve. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que souvent, il y a ces gens qui se confondent à la population. Ils tirent sur les forces de sécurité. Donc, en réponse, en réaction, il faut voir quand un militaire est tué, 2 militaires sont tués, la réaction du militaire, souvent, ça dépasse quand même la mesure. Donc, moi, je dirais qu'on peut se trouver sur de tels cas de force majeure. Bon, maintenant, mais ça ne donne pas le droit aux militaires quand même de faire des exactions sur les populations. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, on a dit que des hommes armés sont venus tirer sur nos militaires et tout de suite, ils se sont glissés dans le marché. Donc là, pratiquement, ça donne à réfléchir aussi. C'est pour cela que je dis que dans de telles situations, il faut laisser le temps au temps, qu'on fasse des enquêtes sérieuses pour situer les responsabilités. Mais quand les États-Unis d'Amérique demandent de diligenter une enquête crédible et transparente, à votre avis, est-ce que c'est un défi tenable par le Mali à la date d'aujourd'hui, à ce stade? Bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Aguelhok, il y a d'autres tueries qui ont eu lieu. On a toujours demandé des enquêtes. L'AMDH au Mali a demandé des enquêtes de part et d'autre. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas quel a été le résultat. Quels ont été les résultats recueillis par rapport vraiment à ces tueries qui ont eu lieu. C'est pour dire que l'État malien alors, doit s'assumer. On est convaincu que ce que le ministre de la Défense a dit, le ministre s'assumera par rapport vraiment à cette question. Et qu'on continuera à sensibiliser l'armée malienne. Mais je dis que, quelque part, alors la situation est un peu difficile. Parce que l'armée aussi est souvent acculée. Et qu'il faut faire attention pour ne pas tomber alors, dans la démoralisation de notre armée. Parce que, M. Sidibé, le jour où l'armée aussi va croiser les bras pour laisser alors, ces gens-là faire des exactions sur nos populations, et pratiquement ça a commencé. C'était des attaques contre les forces de sécurité, mais maintenant, ces gens n'hésitent pas à attaquer les populations. Et souvent, ces populations aussi subissent vraiment des exactions. C'est pour cela que je dis que dans cette situation, il faut faire énormément attention. Il ne faut pas démoraliser l'armée malienne. C'est une situation très critique. Il faut partir doucement, lentement, mais sûrement. Ok. Alors, Yorosso, un avis partagé ou contraire à l'un ou l'autre? Bon, je partage les avis, mais avant d'aborder le sujet, je présente mes condoléances aux familles des disparus. Et l'acte est condamnable.
Et je pense qu'il est temps qu'on tire des leçons du passé. Sanogo est en prison par rapport à une situation de ce genre. Il a arrêté des gens, après ils ont disparu et on a découvert les charniers. Et les forces de l'ordre et de défense, de sécurité et de défense, ne peuvent pas arrêter des citoyens. Et après, on voit un charnier. La règle quand même veut qu'elle mette ça à la disposition de la police ou de la gendarmerie. Si tel n'est pas le cas, je crois le communiqué du ministre est très clair, il faut ouvrir une enquête par rapport à cette situation. Et je vais revenir, il est temps quand même de ne pas faire l'amalgame. Les Peuls ont été les plus perdants dans cette situation. Lorsque Amadou Koufa a commencé, il a attaqué qui? Il a attaqué les Peuls d'abord. C'est les Peuls qui ont été des victimes et ils ont perdu le cheptel. Et aujourd'hui, l'armée s'en met. Il est grand temps qu'on ne fasse pas un amalgame parce que tous les Peuls de cette zone aujourd'hui sont considérés comme des terroristes. Et même les éléments identitifs des Peuls, par exemple le turban, le chapeau, les gens ont peur de porter ça pour ne pas être arrêtés et exécutés. Donc il est temps que les services de renseignement, quand même, leur rôle dans cette zone doit être primordial aujourd'hui pour faire un distinguo entre les terroristes, les djihadistes et la population civile. Si tel n'est pas le cas, on donne l'occasion à l'armée d'arrêter des gens, d'aller arrêter les gens dans leur famille et les exécuter. Je crois que trop, c'est trop. Il est temps d'arrêter cette situation. Sinon, le centre est aujourd'hui une poudrière qui peut sauter. Et si ça saute, c'est tout le Mali qui en partira. Donc, il est temps qu'on revienne sur de meilleurs sentiments. Et la sensibilisation, on doit porter nos actions aujourd'hui sur la sensibilisation. Mais est-ce que la création de nouvelles milices, notamment la milice des Peuls, a un lien avec notamment cette affaire? Bon, je ne peux pas... Si vous avez tantôt signalé que même le fait de porter des éléments identitifs quand même... des éléments culturels, oui. Voilà, là, ça devient un problème maintenant. Donc, les Peuls, quand même, ils ont décidé quand même de créer une milice, alors qu'en ce moment, dans le pays, on a décidé de désarmer même les milices. Mais la force qui est censée te protéger, si elle ne te protège pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de te défendre. Dans cette zone aujourd'hui, les populations sont laissées à elles-mêmes. Donc, elles sont obligées de se défendre, même si ce n'est pas normal. L'État doit jouer son rôle. Au-delà du fleuve, derrière l'autre rive, je crois que la rive gauche de Mopti, il n'y a aucune présence de l'État. La partie est laissée entre les mains des djihadistes et des terroristes. Donc l'État doit intervenir. Le Premier ministre, lors de sa première sortie, il a dit que l'État va s'assumer. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien sur le terrain. Les populations sont laissées à elles-mêmes et ce vide, elles sont obligées de le combler. Par quoi? Par la création des milices pour se défendre. Fakara Fayengue, les Peuls payent le lourd tribut. Est-ce que votre avis par rapport à la création de nouvelles milices, notamment parmi les Peuls, est-ce que ça est lié? Bon, je rejoins un peu le confrère So, parce que on dit que la nature a horreur du vide. Pratiquement, quand tu pars dans cette zone, les forces de sécurité ne sont pas présentes partout. Donc, ces Peuls-là, il y a eu des signes avant-coureurs, avant qu'on arrive là. C'est pour cela, à un moment donné, lors d'une conférence de presse ici, j'ai dit que l'État joue aux sapeurs-pompiers. Parce que moi, j'ai l'habitude de rencontrer des Peuls qui ont dit qu'eux, ils sont entre le marteau et l'enclume. Quand ils sont coincés par les djihadistes qui pensent que, alors, ils sont avec l'État. Et l'État aussi, de l'autre côté, pense que ces Peuls-là sont avec les djihadistes. Donc, des deux côtés, le mal est infini. Donc, et ils sont les plus grands perdants. À l'époque, j'ai essayé de contacter un député, le député de Nyono, de Markala, qui n'a pas voulu me recevoir. Et ce qu'il m'a dit, il faut laisser l'État faire son travail. Mais je savais qu'on allait en arriver à cette situation. Parce que les autorités, comme Sola dit, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. La nature a horreur du vide. Il faut que l'armée soit déployée dans des zones
où il n'y a pas de sécurité, pour éviter à ce que les milices elles-mêmes fassent vraiment leur combat. Parce que toujours, quand les milices seront présentes sur le terrain, ça risque vraiment de nous amener très loin, ce qui sera regrettable. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau avec nos confrères Amadou Diallo, journaliste indépendant, Fakara Fainke du journal Le Républicain et Yorosso de l'Inter de Bamako dans le cadre de ce forum de la presse. Amadou Diallo, une réaction? Oui, une réaction. Quand vous avez parlé de l'interpellation de l'ambassadeur des États-Unis par rapport au sujet, moi je le renvoie la balle. Les États-Unis l'armée américaine a bombardé un hôpital à Kaboul. Jusqu'à présent, les enquêtes n'ont pas été élucidées. L'armée française a bombardé, a tué des Maliens, des militaires maliens, dit-elle, par erreur. Et jusque-là, ça n'a pas été élucidé. Non, je crois qu'il faut aller au-delà de l'émotion. J'ai dit toujours, il faut aller au-delà de l'émotion. Et la question principale, comment les peuples se sont retrouvés au milieu de ce conflit. Ce n'est pas un conflit qui les concernait au départ. C'est un jeune métis de mère Peul et de père Touareg qui se lève un beau jour pour dire « Bon, j'ai créé un mouvement pour défendre les Peuls ». Tout est parti de là. Mais au-delà, il y a eu d'autres... Oui, mais tout est parti de là. Et depuis lors, on n'a plus eu la paix. Et le conflit qui était d'abord à Kidal, ensuite à Gao, Tombouctou, qui a débuté en janvier 2012 à Ménaka, est allé à Kidal, Tessalit, pour redescendre et pour se retrouver au centre. Aujourd'hui, même Bamako est menacé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, tout simplement, les vrais leaders, c'est-à-dire les vrais chefs de guerre de cette rébellion, c'est à Bamako ici. C'est à Bamako ici. Pourquoi l'armée est arrivée finalement à cette extrémité? On prenait des bandits armés, souvent avec fusil en main, on les amène en prison. Ce sont les leaders, certains leaders ici qui se levaient sous le couvert de l'humanitaire, de ceci ou de cela, pour faire libérer ces gens-là. La plupart de ces gens qui ont été pris sur le terrain avec armes en main ont été libérés. Finalement, et tous les jours, ce sont les militaires qui payent les prix cassés. Tous les jours, ils sont attaqués, ils sont tués. Et personne, ça ne meut personne. Et moi, je suis très sidéré contre la sortie inopinée du président de l'AMDH, Maître Mokhtar Tera. À Guelok, moi, je n'ai jamais entendu parler de Maître Tera par rapport à Guelok. Je n'ai jamais entendu parler par rapport aux assassinats dont les militaires maliens sont victimes. Aujourd'hui, moi, je suis Peul, moi. Je suis Peul Girladjo. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et je ne cautionne pas pourquoi les peuples se sont retrouvés dans un conflit qui n'est pas leur sien, qui n'est pas le leur. D'accord. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se posent des questions, cherchent des réponses et en ce moment, on peut trouver la solution. Là où on sait pas, là, ce qui se passe aujourd'hui, il y a une manipulation de l'information par une station internationale qui manipule cette information, qui retourne les Maliens contre les Maliens. Ce qui s'est passé, c'est pas bon, c'est condamnable, mais ce qui s'est passé avant aussi n'est pas bon et condamnable. Si on doit être objectif, on dit ce qui s'est passé, il faut que les gens arrêtent de tirer n'importe comment sur les militaires maliens. Ce sont des hommes qui ont des familles derrière. Et chaque fois qu'un militaire est tué, c'est une famille qui perd un homme. Okay. Et ça, donc il faut que les gens arrêtent de s'auto-flageller et essayer de revoir les choses en face et poser les vrais diagnostics, ne pas se laisser émouvoir par des manipulations
de RFI. Je dis clairement RFI. D'accord, merci beaucoup Amadou Diallo. Donc on va entamer notre deuxième thème. Début ce mercredi des opérations de distribution de cartes d'électeurs pour l'élection présidentielle du 29 juillet. Le gouvernement assure que toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement de cette opération. Pourtant, quelques difficultés sont signalées, notamment au nord et au centre du pays, qui font face à des problèmes d'insécurité. Alors, nous allons écouter le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. C'était juste avant le début de la distribution. Les cartes qui ont été brûlées ont déjà été renouvelées et nous recevons le lot de Kénéba demain, Inch'Allah, par le vol Air France à 14h. Et ça sera acheminé sur Kénéba le même jour. À la date d'aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser tous les centres de distribution des cartes d'électeurs biométriques. Pour l'électeur qui veut vraiment voter, il a tout le temps. Même le jour du vote, il peut retrouver sa carte au niveau du bureau de vote. Pour le nord du pays, il n'y a même pas de doute. Et c'est l'opération la plus facile parce que l'opération se fait en concertation avec les différents mouvements signataires. Et ensuite, nous sommes à une période où les élèves, les nomads sont regroupés sur des grands centres. Et c'est ces grands centres que nous allons viser, que nous allons sécuriser pour la remise des cartes d'électeurs. J'ai bien dit, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser toute l'opération. Ok, au début, il a signalé l'arrivée quand même des cartes de Kénéba qui sont effectivement arrivées hier, mais aux dernières informations, ce sera aujourd'hui qui seront acheminées sur Kénéba. Alors, Fakara Fayingue, quelles sont les chances de réussite de cette distribution? Les chances de réussite de cette distribution, je dirais d'abord qu'il faut libérer ceux qui sont en prison. Parce que c'est ma zone. Je viens de Kénéba, de Djalafra. Et il y a quelqu'un qui est mort en prison? Il y a quelqu'un qui est mort en prison. Moi, j'ai condamné l'acte, mais au plus profond, j'ai dit ce que le préfet aussi n'a pas été un bon pédagogue. Ça, c'est un autre débat. Mais je dis que là, il faut libérer les gens. Certes, l'acte qui s'est passé à Kénéba est condamnable, mais on a écouté les autorités en place, on n'a pas écouté les populations de ce qui s'est passé réellement. Nous, on sait ce qui s'est passé. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas une politisation quand même de... Politisation, il n'y a pas de politisation. Politisation, c'est les autorités qui veulent politiser cette affaire. Il y a trop de contentieux au niveau des mines d'or, à Sadiola, à Gunkoto. Moi, j'ai fait beaucoup de papiers par rapport à ça. Quand les gens partent chez toi, en tant que préfet, tu dois les écouter. Il y a Filidabo Sissoko qui a dit un dicton. On peut faire traverser les hommes le désert pendant 100 ans. Souvent, c'est par des douces paroles. Souvent aussi, c'est par le fouet. Mais je dis que le commandant, s'il avait été un pédagogue, ce préfet, les gens n'allaient pas aller au pire. Ils ont voulu le rencontrer pour qu'il s'implique dans l'affaire. Et ça, c'est le cas particulier de Kénéba. Mais le cadre général, même dans le Mali entier, la distribution. La distribution, pratiquement en commune 3, il y a des problèmes. C'est aujourd'hui que j'ai appris qu'ils sont en train d'appeler les gens de rejoindre leur lieu de vote dans les écoles pour aller enlever leurs cartes. Et là encore, ça aussi, il faut voir comment ça va se passer. Il y a des files d'attente pour ça. Et tu sais, le Malien est ce qu'il est. Mais je dis que c'est là où vraiment les partis politiques doivent s'impliquer. Ne pas se fier seulement un tel m'a rallié, ceci, cela. Mais aujourd'hui, il faut déterminer le nombre de bureaux de vote, les identifier et appeler les électeurs à aller prendre. Sinon, inciter les électeurs à aller prendre. Et là, tous les partis politiques, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, tout le monde doit s'impliquer pour éviter vraiment des situations fâcheuses. Mais je sais que tous les Maliens n'iront pas. Et là, la problématique, c'est la carte Nina. Est-ce que la carte Nina sera valable? Ça aussi, c'est un point d'interrogation, parce que nous avons eu des échos en France. Ça, ce sera en cas de force majeure. En cas de force majeure. En France, déjà, alors, ils ont dit au départ que les gens n'ont qu'à prendre leur carte Nina. Et après, on a fait savoir aux gens que seules les cartes d'électeurs seront valables.
Bon, c'est pour empêcher certains citoyens de voter. Non, mais officiellement, c'est les cartes d'électeurs qui vont permettre de voter. Et c'est seulement en cas de force majeure, maintenant que les cartes NINA vont les cibler. Mais pratiquement en France, ce n'est pas le cas. L'information que nous avons reçue quand même. D'accord, peut-être ça, c'est d'autres voix qui sont en train de soutenir ça. Yorosso, quel est votre avis sur les difficultés rencontrées? Est-ce qu'ils étaient prévisibles? Bon, non, c'était prévisible dans la mesure où aucune disposition n'avait été prise. On a annoncé que la date que la distribution va commencer, mais malheureusement, dans les centres, dans les mairies, quand on a effectué les déplacements, vraiment, dans certains centres, ça n'avait pas commencé, dans d'autres, c'était le désordre total. Mais je crois qu'avec le temps, on va mettre un peu d'ordre dans cette situation de distribution. Mais le problème, c'est quoi? La distribution sur l'ensemble du territoire est aujourd'hui menacée. Il y a des zones où les populations n'existent même plus. Les gens sont dispersés. Quand vous prenez les centres, il y a eu un mouvement de déplacement de la population par-ci, par-là. Comment retrouver ces gens? Ça sera très difficile. Il y a des zones aujourd'hui où l'accès est très, très difficile compte tenu de l'insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va faire un regroupement de ces populations ou, par rapport au bureau de vote, comme Farah l'a dit, est-ce qu'on va faire un transfert de population vers les centres de ville? Tous ces questionnements sont là, mais quand même, on doit mettre du plus grand sérieux dans la distribution des cartes d'électeurs, parce que la carte, c'est le premier élément pour les citoyens de voter. Quand un citoyen n'a pas de carte, il n'a pas le droit de voter. Donc, il est temps que les autorités et voilà, les états-majors des partis politiques s'investissent, mais malheureusement, du côté de ces hommes politiques, c'est autre chose. Voilà, on tente par-ci, par-là de mettre en place des structures pour empêcher d'autres de retirer leur carte. Je crois qu'on va à une élection, il faut que l'élection soit ouverte, que tout le monde vote. Il ne faut pas que les gens, ces hommes politiques, aient peur. On ne peut pas chaque année, la fraude par-ci, par-là, on empêche les citoyens de voter. Vraiment, il est temps d'arrêter cette situation. Mais je crois qu'on doit prendre des dispositions nécessaires pour que les cartes arrivent à destination et que les gens soient en possession de leur carte pour qu'ils votent les jours J pour leur candidat. Très bien. Alors, Amadou Diallo, au regard de cette phase déterminante, déjà des problèmes qui se posent, quels peuvent être les pronostics sur la réussite de ces élections du 29 juillet d'ailleurs? Bon, les pronostics, à mon avis, doivent être positifs. Il n'y a pas d'alternative à ça. Il faut aller à cette élection. Sinon, comme je le disais tantôt, ça dit que la première question et la deuxième question sont liées, carrément liées, parce que l'insécurité va être déterminante, très déterminante dans cette phase cruciale de distribution de cartes d'électeurs. On a toujours des arguments. Surtout qu'il y a des gens qui se sont prononcés déjà sur le report du scrutin. Bon, je crois que ce qui se passe aujourd'hui au Mali, les Maliens doivent ouvrir les yeux, grandement ouvrir les yeux, pour éviter le syndrome ivoirien. Vous savez, à mon avis, ça c'est ma lecture personnelle de la chose, la situation du centre est faite exprès, créée, entretenue, exprès pour que les autorités actuelles du pays, comme en Côte d'Ivoire, avec Gbagbo, n'arrivent pas à organiser le scrutin du 29 juillet. En ce moment, on va nous amener dans une situation d'exception. Parce que certains acteurs politiques n'ont pas confiance. Ils se disent que si c'est le pouvoir actuel qui organise les élections, on ne va pas gagner. Donc il faut nous amener dans une situation exceptionnelle pour que le pouvoir actuel perde la main dans l'organisation du scrutin, pour qu'ils peuvent espérer gagner. Et cette logique, ce n'est ni gagnant pour eux, ni gagnant pour les Maliens. Ça fait peut-être l'affaire de certains partenaires, parce que dans leur stratégie aux Nations Unies, on le sait, les pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, là, on sait leur enjeu. Quand ils veulent qu'un tel soit à la tête d'un pays africain ou bien américain, par n'importe quel chemin, ils utilisent leur stratégie, quitte à soit
un coup d'État, n'importe quel système. En tout cas, c'est la fin qui justifie les moyens. Pour cette raison, les Maliens ne doivent pas lésiner sur les moyens. Il faut que les gens aillent enlever leurs cartes. Excepté le SADI qui demande l'annulation quand même de la loi pour le vote, majorité aussi bien que opposition disent qu'il n'y a pas deux alternatives, il faut aller aux élections. Quel acteur politique, vous avez entendu quel acteur politique condamner la situation qui se passe au centre du pays, dire que, et pointer des responsables pour que ça cesse? Ça veut dire qu'ils ont intérêt. Ils ne prennent pas des responsables. Ça dit que les responsables qui se cachent derrière à Bamako ici, ils le savent. Ils savent mieux que nous. Mais ils ne le dénoncent pas. Ça veut dire qu'ils ont intérêt à ce que cette situation perdure pour qu'ils puissent tirer bénéfice. Moi, je dis que ce n'est pas bon pour le Mali. Peut-être ça peut faire l'affaire des partenaires qui ont intérêt à ce qu'on reste dans la misère. Il faut que les Maliens ouvrent les yeux. Le début va être certainement difficile parce que il y aura, comme Fagara l'a dit, il y aura des fils naturellement. Mais au-delà des fils, il faut que les gens aient la patience d'enlever leurs cartes, expriment leur choix de façon libre, volontaire et sans pression. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos confrères Amadou Diallo et les journalistes indépendants Fakara Fainke du journal Le Républicain et Yorosso de l'Inter de Bamako dans le cadre de ce forum de la presse. Troisième et dernier sujet, à moins qu'il y ait une réaction. Ouais. Oui, allez-y rapidement. Moi, j'ai une réaction. Je dis que s'il n'y a pas d'élection, ça sera le chaos dans le pays. Parce que pratiquement les partenaires ne vont pas financer l'État malien. Et surtout les Américains, là où il n'y a pas d'élection, la loi américaine est claire. Il n'y a pas de financement. Donc c'est l'État qui va perdre. Nous, on n'a pas intérêt à ne pas aller aux élections. Donc c'est à tous les acteurs politiques, je dis bien ce qu'Amadou a dit, c'est à tous les acteurs politiques de se mobiliser à cet instant T. Mobiliser vraiment l'électorat, encourager les gens à sortir pour aller prendre leur carte. Ça, c'est une nécessité. Et quoi que cela va arriver, il y aura des élections. Très bien. Alors, les examens du baccalauréat malien ont eu lieu cette semaine dans toutes les académies régionales, excepté Kidal et Taoudéni. Selon le directeur national des examens et concours, toutes les mesures ont été prises dans les 292 centres d'examen pour le bon déroulement des examens. Alors, on va sur Mohamed Sidati Maïga. Il est le directeur du centre des examens et concours. On a à peu près 114 741 candidats, dont 2470 au bac technique et 112 271 au bac général. Il y a 292 centres d'examen. Il y en a dans toutes les académies à part Kidal, Taoudéni. Et il y a un centre extérieur en Mauritanie, Batikounou. Oui, cette même mesure est adoptée pour le baccalauréat, mais cette fois-ci, ça ne concerne que le lycée de Youarou. C'est eux qui se déplacent à Mapti à Sévaré pour faire l'examen. Toutes les mesures sont prises pour que le bac puisse se dérouler. Si vous remarquez, il n'y a que 292 centres au bac contre 2000 au DEF, donc c'est facile à gérer. On ne commande pas les réseaux sociaux, on ne peut pas empêcher que les gens trafiquent, mais ce qu'on peut faire, c'est renforcer la surveillance, la supervision afin que les candidats ne puissent pas rentrer avec des corrigés dans les centres. Alors, Yorosso, des fraudes ont été annoncées concernant l'examen du DF. Mais qu'en est-il du bac? Bon. À votre avis? Contrairement au DF, le bac, quand même, c'est bien déroulé. Les cas de fraude ont été décelés par-ci, par-là. Mais avant de revenir sur le bac, j'ai quelque chose à dire par rapport aux examens de fin d'année. Il est grand temps que les Maliens comprennent que les examens de fin d'année ne sont pas un marché où chacun cherche à s'enrichir. L'école n'est pas un lieu, surtout la formation des cadres de demain n'est pas un lieu où on doit s'amuser.
Ce qui s'est passé au DEF aujourd'hui, à tous les niveaux, que ce soit les promoteurs d'école, les enseignants, surtout les enseignants, les surveillants ont prêté leur flanc à toutes sortes d'intrigues. Des gens qui ont accepté de prendre de l'argent pour faire circuler les corrigés. Je dis c'est regrettable. On ne peut pas en 72 heures mettre à l'eau l'effort que tu as eu à consentir durant 9 mois. C'est regrettable. Et vraiment, il faut que la conscience professionnelle revienne en nous. Et que ça devienne une matière même, comme on le faisait dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens pensent qu'il faut chercher l'argent partout. La connaissance, le savoir, quand vous voulez intégrer quelque chose quand même dans votre tête, je crois qu'il faut l'intégrer avec le plus grand sérieux. Si tel n'est pas le cas, vous voyez aujourd'hui. Mais Yorosso, la qualité des ressources humaines, c'est quoi? C'est le manque de formation. C'est à tous les niveaux. Vous partez dans un centre de santé, pour une simple injection, on te fait 10 à 20 trous pour avoir les veines. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Mais ici, vous avez entendu le premier responsable du centre des examens et concours affirme qu'ils ne peuvent pas du tout contrôler les réseaux sociaux. Alors, que faire dans ces cas-là? Bon, c'est parce qu'on ne veut pas mettre du sérieux. Le bac a commencé aujourd'hui en Mauritanie. Le gouvernement a pris la décision de verrouiller l'Internet jusqu'à la fin de l'examen. En Algérie, c'est la même chose. Et au Sénégal, on a entendu dire qu'il y a à peu près 39 personnes qui sont devant les tribunaux pour... Depuis l'année dernière, je crois. Très bien. Voilà, depuis l'année dernière. Parce que nous ne voulons pas mettre la volonté. On ne veut pas mettre le sérieux. Les réseaux sociaux, c'est avec qui? C'est avec les opérateurs de téléphonie mobile. L'État demande à ceci 3 jours, 4 jours de bloquer les réseaux sociaux. On le fait. Ça fait quoi? Ça ne fait rien. Alors, Fakara Faïngue, votre avis par rapport aux fraudes pour le bac? Par rapport aux 2 régions qui ont été citées où il n'y a pas eu le bac, c'est parce qu'il n'y a pas de classe de terminale dans ces zones, Kidal et Ménaka. C'est tout. Bon, je crois que ce que So a dit, lui, il est dans le milieu, il sait ce qu'il dit. Effectivement, c'est une réalité. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, moi j'ai compris que, c'est-à-dire la finalité, les autorités, après le bac, le DEF, ils s'enorgueillent seulement que alors les examens se sont bien passés. Il y a eu tant % où les élèves ont fait tant % de passage. Pour eux, c'est une fierté. Pour dire qu'à l'école, il n'y a pas eu de crise, les choses se sont bien passées. Mais, M. Sidibé, vous serez d'accord avec moi que cette année, il y a eu beaucoup de crises au niveau scolaire, où les enseignants, à un moment donné, ont abandonné les classes. Et si ce n'est pas les enseignants, c'était les élèves. Donc, est-ce que ces enfants ont bien terminé leur programme? Ça, c'est la première interrogation. Deuxième interrogation, au centre. Combien d'écoles, combien de classes ont été fermées? Comment les choses se sont passées là-bas? Bon, c'est bien que lui maîtrise les zones de Kidal, de Tessalit, je ne sais pas. Mais au centre, il y a eu combien d'élèves qui ont composé? Et est-ce que les maîtres sont arrivés vraiment à dispenser réellement leur programme? C'est là la grande question. C'est pour dire que, comme Sow l'a si bien dit, il est temps que les autorités fassent du plus grand sérieux en ce qui concerne l'organisation vraiment des examens. Parce que on ne peut pas amener les enfants comme ça. C'est-à-dire pour mettre fin à leur carrière. À leur carrière en ce sens que, c'est-à-dire pratiquement arriver à un moment donné, l'enfant ne peut plus rien maîtriser en ce qui concerne l'apprentissage. Aller loin dans les études, ça c'est très grave. Et ceux qui ont les moyens déjà, ils amènent leurs enfants à l'extérieur, ou bien dans les grandes écoles, dans les écoles IP à Bamako ici.
On le sait. D'accord. Amadou Diallo, quand des responsables, parce qu'il y a eu des responsables syndicaux qui ont affirmé que la complicité de ces fuites de sujets se situe à un niveau supérieur. Alors, faut-il mettre en cause le ministre et ses proches collaborateurs ou le staff technique d'organisation de ces examens? Parce qu'on a vu le ministre démissionner récemment et bon, vraiment, il y a pas mal de... Moi, je dis simplement, ceux qui doivent être mis devant les responsabilités, ce sont d'abord et avant tout les pères de famille. Et par père de famille, le ministre est un père de famille. Par père de famille, le secrétaire général du syndicat est un père de famille. Si d'abord les pères de famille font l'éducation de leurs enfants, leurs affaires, on n'en serait pas là. C'est là où tout pêche. C'est malheureusement par là que le problème commence. Parce que d'abord, c'est le père qui achète le téléphone pour l'enfant. Et c'est le père qui ne contrôle pas le contenu de l'usage du téléphone de son enfant. Donc, c'est le père qui perd carrément le contrôle sur son enfant. Or, en pédagogie, il y a ce qu'on appelle la douce sévérité. Ça s'applique à la maison. La première autorité à laquelle l'enfant doit avoir à subir, c'est l'autorité parentale. Sans l'autorité parentale, aucune autorité ne peut émouvoir l'enfant. Moi, j'ai fait pédagogie, je le sais, ce que j'ai dit. La première autorité à laquelle l'enfant doit subir des pressions, c'est d'abord la pression du père. Malheureusement, dans nos familles, il n'y a plus de pression de père. Les pères ont démissionné, donc dans ces cas, c'est va-t-on, allons-y aux dégâts. On est dans cette situation. Maintenant, le ministère de... Moi, je me rappelle, au Burkina, l'année, il y a 5 ou 10, 8 ans comme ça. Au Burkina, il y a eu fuite. Le gouvernement a sanctionné. D'abord, après enquête, la fuite a été localisée et responsabilisée. Le responsable a été mis en prison. Les enfants, les élèves sur qui des trucs ont été trouvés, ont été suspendus du bac pendant 5 ans au Burkina Faso. Mais le syndicat burkinabé, le syndicat des anciens a dit que mais ça, c'est une sanction légère. Et je me rappelle, au même moment, Malamine Traoré, paix à son âme, a organisé une surveillance accrue du bac en son temps. Et il est arrivé à prendre des gens dans les cyber. Et au niveau de son département, au niveau de la direction même de l'enseignement secondaire à l'époque, et au niveau des élèves. Mais il les a amenés au commissariat du 1er arrondissement. Mais la même nuit, il a été obligé de les libérer. Oui, mais même récemment, il y a le directeur du centre des examens du concours qui a été suspendu en attendant que l'enquête continue, mais oui, vous voyez, on n'a pas eu la suite. Et la pression vient d'où? La pression vient d'abord... Oui, allez-y rapidement. La pression vient d'abord des parents, des syndicats, du politique. Il faut que les Maliens... C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs que les Maliens, de façon unanime, comme Alpha l'avait prévu, il avait demandé un moment, qu'on ait un contrat social. Oui, allez-y rapidement avec votre réaction. Amadou, par rapport aux sanctions, l'examen que Mme Togola Jacqueline avait organisé, voilà, les responsables ont été arrêtés et emprisonnés. Et lorsqu'elle a été invincée du gouvernement, ceux-ci sont sortis de la prison, ils ont repris leur travail dans le même département et un d'entre eux a été décoré. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Merci à Amadou Diallo, journaliste indépendant. Merci Fakara Fainke, journal Le Républicain. Merci Yorosso, Inter de Bamako. Alors, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux ou sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction du Studio Tamani et mise en onde par Mamadi Keita. La régie vidéo était assurée par Salim Diouara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maudi Shenni Beri Sikika Foba.